Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, web journaliste camerounais. Je commencerai par dire à mes compatriotes camerounais qui m'écoutent, vraiment j'ai pitié de vous, chers compatriotes, j'ai pitié de vous. Si vous saviez à quel point ceux-là qui disent vous gouverner au Cameroun se jouent de vous, si vous vous rendiez compte des coups que tous ces voyous qui sont à la tête du Cameroun vous portent dans le derrière, si vous vous rendiez compte de ce que ceux-là même qui vous disent oui, le Cameroun, ceci, l'amour pour la patrie, oh la République, oh ceci, ils vous vantent, ils vous parlent des valeurs de la République à longueur de journée. Mais ils se comportent comme des gangsters. Et si vous, Camerounais, vous étiez un peuple éveillé, vous serez levé comme un seul homme pour chasser tous ces délinquants qui sont à la tête du Cameroun. Parce que ça ne vaut pas la peine que des personnes qui disent bénéficier de la légitimité populaire se comportent exactement comme ils sont en train de se comporter. Mais franchement, chers compatriotes, réveillez-vous, sortez un peu de vos torpeurs et ouvrez de temps à autre les yeux pour vous rendre compte de la nature détestable du régime qui tient ce Cameroun d'une main de fer. Réveillez-vous parfois. Arrêtez de vous comporter comme si, je ne sais pas, arrêtez de vous laisser rouler dans la farine ainsi tout le temps. Arrêtez un peu, réveillez-vous. Parce que, ça je vous le dis, ce régime n'est plus digne de diriger le Cameroun. Ce régime n'est plus digne d'être considéré comme légitime et même comme légal. Parce que des personnes qui bénéficient des attributs de la République ne se comporteraient pas de la sorte. Je vais aller droit au but. En début de cette année, vous avez appris à travers la presse nationale et internationale que oui, certains activistes anglophones qui sont aux États-Unis sont recherchés par le FBI. Oui, certains activistes anglophones qui sont aux États-Unis sont devant la justice américaine pour terrorisme. J'ai vu beaucoup d'entre vous exulter, sautiller de joie pour dire oui, voilà, c'est terminé. La justice américaine est déjà en train de les traquer. Fin de parcours pour eux. On n'entendra plus parler de la guerre. Le régime de Biya vous a manipulé de la sorte. Vous êtes tombé dans le piège de ce régime-là. Et pourtant, si au moins vous aviez la bonne information. Parce que en réalité, cette affaire-là, c'est-à-dire que les poursuites judiciaires
contre certains activistes anglophones vivant aux États-Unis devant les juridictions américaines. Cette affaire-là a été cotée à un cabinet d'avocats, si on peut appeler ça ainsi. Ce cabinet d'avocats s'appelle Salai Law Firms. Retenez bien ce nom, Salai Law Firms. Et il y a même un plaisantin là au niveau de YouTube, là, un certain Makontrepi Poden. Bon, lui, mais vous savez ce qui me plaît chez ce bonhomme là, Makontrepi Poden, ce qui me plaît chez lui, c'est que ce gars, le travail qu'il fait, il sait très bien que ce qu'il est en train de faire est sale. Mais il ne veut pas assumer les saletés qu'il fait. Il préfère se cacher. Il préfère se cacher et agir uniquement à travers sa voix. Parce qu'il sait très bien que le travail qu'il fait consiste à manipuler. À manipuler les gens, à mentir, manipuler, mentir, manipuler, mentir. Et moi, je me demande toujours, mais qui est-ce que ce gars veut même souvent manipuler? Il veut manipuler les anglophones, eux qui donnent l'impression d'être plutôt très sages. Moi, je pense plutôt que c'est beaucoup plus les francophones que ce gars veut manipuler. Beaucoup plus. Alors, ce qui me plaît chez ce gars, c'est Makontrepi Poden. J'ai appris que c'est un type qui vit en Angleterre, un féman, un escroc qui vit en Angleterre et tout ça. C'est que lui, il est conscient que le travail qu'il fait est très sale, que le boulot qu'il fait est sale. Et il le sait très bien. C'est pour cela qu'il préfère se cacher pour ne pas assumer ses saletés. C'est donc cette page YouTube-là, MKD, Makontrepi Poden, MKDP. La page là, c'est sur YouTube. C'est donc le type là qui a commencé là en début de cette année. Oh, vraiment, Tapangaivo fuit le tribunal, les tribunaux américains. Oh, Chris Anou est poursuivi devant les juridictions américaines. Oh, patati, oh, patata. Mais ce que beaucoup d'entre vous ignorent cependant, c'est que le cabinet d'avocats en question, les adresses que cet avocat-là, barista Emmanuel Salai, tout ça, les adresses qui figurent dans la plainte là, la plainte contre Tapan Evo Tankou, Chris Anou, etc. Les adresses là appartiennent à des avocats nigérians. Oui, les adresses là appartiennent à un avocat nigérien, à des avocats nigériens. Le numéro de téléphone, l'adresse même, etc. appartient à un avocat nigérien. Première chose. Deuxième chose, l'avocat en question, Barista Salai, il est en réalité, c'est-à-dire qu'à proprement parler, un mandataire. Donc ça veut dire que quand un employé aux États-Unis, dans l'État de Californie, a un problème avec son patron, qui ne lui paye pas son salaire, ou alors qu'il a licencié de façon abusive, c'est lui qui part pour jouer les, on va dire quoi, qui part mandater cet employé auprès des juridictions afin qu'on lui paye qu'on paye à cet employé-là ses indemnités. Donc c'est ça sa spécialité. Il n'a aucune spécialité en matière de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc., etc. Donc il n'a aucune compétence en matière pénale. Aucune. Aucune. Et le drame, c'est que le régime Biya, qui a recruté ce débrouillard-là, cet avocat débrouillard-là, n'est même pas fichu de dire aux gens quel est son revenu annuel, le revenu annuel de l'Ansalai Law Firms, là, International Law Firms. International.
quel est le revenu annuel de l'Ansalai Law Films? Combien d'employés il a dans son cabinet d'avocat? Quel est son capital? Quel est son revenu mensuel en tant que lui, avocat? Quels sont les procès qu'il a déjà gagnés? Quelles sont les affaires de ce même type? C'est-à-dire que les affaires qu'il a portées devant le tribunal, les tribunaux en Californie, là. Est-ce qu'il a eu à traiter des affaires de ce même type par le passé? On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien de cet avocat. On apprend juste que non, on s'arrête au film, ça, machin, truc. Et autre chose, et ça je l'ai découvert il y a quelques jours, ce Salai-là, Emmanuel Salai, risque de faire la prison d'ici fin 2020. Vous savez pourquoi? Cet avocat débrouillard doit une somme, tenez-vous bien, de 503 millions de francs CFA. Donc j'ai juste converti en francs CFA ce qu'il doit au gouvernement américain. Donc le gars faisait comment? C'est-à-dire que je tiens ce chiffre d'une décision qui a été rendue par la Cour de faillite, de Californie, le 13 juin 2008. Donc il doit au gouvernement camerounais 503,9 millions de francs CFA. Et au moment où la décision tombe, il a pour revenu mensuel 4,8 millions de francs CFA pour un avocat international, International Law Firms. 4 millions par mois. 4 millions. Soit 33,514 millions par an. Alors que le revenu annuel d'un avocat dans l'État de Californie, c'est-à-dire qu'un avocat digne de ce nom, c'est 77,60 millions de francs CFA. Lui, il est à 33 millions. Un avocat international, ça veut simplement dire qu'en un mot comme en mille, c'est un débrouillard, c'est un imposteur. Et pourquoi le régime Biya a jeté son dévolu sur cet avocat? Le régime Biya a jeté son dévolu sur cet avocat, pourquoi? Première chose, Emmanuel Salai, qui a porté plainte contre Chris Anou, Tapan Aivo et Eric Tato. Emmanuel Salai, sa maman, sa mère, est la sœur de feu Jean-Irène Biya, l'ex-première dame du Cameroun. Jean-Irène Biya. Deuxième chose, son père, Christophe Nsalai, fut ministre de la République. Il a été ministre, je crois, des Transports en début des années 2000 là. Après, on l'a nommé ambassadeur en Centrafrique, puis PCA de, je crois, le port autonome de Douala. Bon, au moment où il décède en avril 2008, il est PCA, président du conseil d'administration du port autonome de Douala. Donc c'est le fils d'un ancien ponte du régime en fait, que le régime de Biya a recruté pour ce sale boulot. Et pourquoi je parle de sale boulot? La plainte, ou alors les plaintes que cet avocat débrouillard a déposées devant les juridictions américaines est elle-même problématique. D'abord, les chefs d'accusation. Ils parlent de financement de terrorisme à l'international, de kidnapping, de demande de rançon, etc., d'assassinat, etc., etc., etc. Nous sommes aux États-Unis. Ils parlent de terrorisme. Et pourtant, pour qu'on puisse parler de terrorisme aux États-Unis, il faut que l'organisation qui est poursuivie soit considérée aux États-Unis, parce que le FBI a un fichier d'organisation considérée comme terroriste par les États-Unis.
Or, les mouvements indépendantistes anglophones qui sévissent dans le Cameroun anglophone n'en font pas partie. Mais lui, dans la plainte, il dit que non, oh, terrorisme, financement, le terrorisme, patati patata, patati patata. Ça, c'est le premier problème de la plainte que ce Nsalaï a déposé devant les juridictions américaines. Le deuxième problème de cette plainte-là, c'est les plaignants. On ne les connaît pas. Il dit des plaignants non identifiés. Après, tu vois John Doe et Jane Doe. Qui est John Doe? Qui est Jane Doe? On ne sait pas. On n'a jamais vu leur visage. Ils n'ont jamais témoigné nulle part. Qui sont-ils? Quels sont leurs liens avec des victimes? Quels sont les liens que les plaignants ont avec les victimes? Et il s'agit de qui? On n'en sait strictement rien. Il vient là, il dépose la paix, il envoie à ma contribution pour mon ami qui s'agite là sur YouTube, sur Facebook, partout là. Il s'agite là. Ma contribution pour faire des trucs là sur YouTube. Les Sardinats aussi prennent à les roues, ils s'extasient. Alors qu'il est en train de les manipuler. Et vous savez quelle a été la conséquence de ces plaintes-là? Toutes ces plaintes ont été rejetées. Toutes. Les 3 plaintes contre Chris Anou, ça a été rejeté le 29 juillet qui vient de passer là. On a rejeté. Et comme le tribunal a rejeté la plainte contre Chris Anou, frustré donc, le régime de Biya a organisé le kidnapping de sa soeur et de sa mère à Yaoundé. Ils sont entrés là-bas, on a envoyé des policiers là-bas pour enlever la dame, sans convocation, sans mandat, comme d'habitude, un régime voyou, le régime de Biya. C'est comme ça, c'est ça ce régime. Et moi je suis surpris que les Camerounais vivent ce genre de choses, ils sachent toutes ces choses-là, mais ils sont là comme si de rien n'était. Ils sont entrés dans le domicile de la petite sœur de Chris Anou. Sa maman y était également, 80 ans, diabétique et tout. Ils sont entrés et ils ont trouvé une somme d'argent là. Ils sont partis avec la somme d'argent. Ils racontent partout que non, c'est l'argent que c'est l'argent des rançons que son fils, à travers les groupes armés qui sont en zone anglophone, que Chris Anou, à travers les bandes armées qui sont en zone anglophone, a pu lever pour remettre à sa mère. Ils envoient ces informations-là à leurs agents qui sont sur les réseaux sociaux. Non, que l'argent que les policiers ont trouvé chez Chris Anou, c'est l'argent des rançons. C'est-à-dire, on n'a même pas encore commencé à faire une enquête préliminaire. On tire déjà des conclusions que c'est l'argent des rançons. Donc, comme la cour, je crois la haute cour de la Californie du Nord a donc rejeté et classé l'affaire sans suite, le régime a donc été frustré et le 2 août, il a commandité l'enlèvement, le kidnapping de la mère et de la sœur de Chris Anou à Yaoundé. Celui contre Eric Tato, je crois que c'était lundi, il y a quelques jours, là, que la cour a également rejeté. Et pour Tapan Aivo, c'était il y a quelques jours, nous sommes le 40e aujourd'hui, je crois le 8, c'était avant-hier, le 6 août, que la cour a dit, allez, case dismiss. Mais sauf que dans la décision concernant Tapan Aivo, il y a juste un léger bémol parce que le juge dit que non, sur les 2 plaintes de John et Jane Doe, il doit répondre sous 14 jours. Mais on peut s'attendre à ce que ce soit rejeté puisque il suffit seulement que l'accusé dise que voilà, qu'il clarifie un peu les choses pour que, allez, même là-bas aussi on va rejeter puisqu'il n'y a rien de John Doe et Jane Doe. Qui sont-ils?
On n'en sait strictement rien. On n'en sait strictement rien. Et même ce Salah-là, il est menacé de mort depuis quelques jours. Comme maintenant le régime de Biya, qui l'a recruté, s'est rendu compte qu'il a échoué, ce même régime veut le liquider physiquement. Il reste à savoir si d'énormes sommes d'argent n'ont pas été transférées à son endroit pour faire ce sale boulot. Moi, je parle du régime Biya parce qu'on ne voit pas les plaignants. Qui sont les plaignants? On ne les voit pas, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas et ils n'ont jamais comparu devant ces juridictions-là. Et c'est une honte pour le régime de Yaoundé. C'est la preuve que ceux qui nous gouvernent, ce sont des médiocres, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête, c'est des incompétents, c'est des voyous, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer d'ignoble qui soit. Mais c'est terrible. C'est terrible. Comment les Camerounais peuvent se complaire à avoir de tels individus à la tête d'un État, à la tête d'une république? Comment les Camerounais peuvent se complaire à cela? Comment les Camerounais peuvent s'accommoder à une telle gouvernance? Mais ce n'est pas possible. Une gouvernance qui est faite de mensonges, de manipulation. Et je vais vous dire quelles sont les relations entre Salah, le fils, et le régime. En réalité, le père de cet avocat débrouillard, ce Golden Boy, là, dont j'apprends qu'il fréquente beaucoup les boîtes de nuit aux États-Unis et tout ça, c'est un jeune homme qui aime bien vivre, comme on dit. Atanganji avait de très bons rapports avec son père, feu son père, Christopher Salah. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédemment, Atanganji a travaillé avec feu Foshive. Il était un agent de renseignement Atanganji. Et il a hérité des méthodes de Foshive. Ouais. Je m'explique. Dans la relation entre Atanganji et le père Nsalai, nous sommes en 97. Le SDF a le vent en poupe dans le nord-ouest. Et maintenant, le plan du régime, c'était d'anéantir le SDF dans le nord-ouest. Qu'est-ce qu'il faut faire? Atanganji, qui était alors le directeur général de la Osehaya Cooperation Bank, donc il a une banque de mafia qu'il gère à Yaoundé là. Atanganji est entré en contact avec Nsalai. Et avec Christopher Nsalai, ils ont établi un plan. Et le plan, c'était quoi? Que Christopher Nsalai va se présenter comme étant le candidat d'une branche dissidente du RDPC dans le nord-ouest pour les législatives et les municipales. Non, attends. Il va faire comme s'il n'est plus dans le RDPC. Maintenant, il se porte candidat pour les législatives et les municipales. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Atanganji et son père s'entendent sur le fait que la fille de Salah soit kidnappée, de manière à ce qu'on accuse le SDF d'être à l'origine de ce kidnapping parce que son père s'est porté candidat de l'opposition dans le nord-ouest. Donc on allait porter le blâme sur le SDF et c'est comme ça que le pouvoir
suite à ce kidnapping de la fille de Salah, allait décréter un état d'exception et patati. Et c'est comme ça que le SDF allait être... et c'est comme ça que le pouvoir allait faire disparaître le SDF et s'imposer dans le nord-ouest. Et c'était un plan de faucherie. Nous sommes en 97 là, début 80, et c'était même d'ailleurs une période électorale. Il devait avoir législative en, je crois, mars. Législative en mars et municipale et présidentielle en octobre. C'était ce plan-là que Atanganji a mis en place avec Nsalaï, le père, pour évincer le SDF de toute la région du Nord-Ouest. Qu'est-ce qui nous fait croire que ce que Atanganji a fait avec le père n'est pas ce qu'il est en train de faire avec le fils? That is the question. Donc, j'espère que les Camerounais se rendent donc compte de ce que, dans cette affaire de poursuite judiciaire contre les activistes anglophones, ambazoniens, entre guillemets, aux États-Unis, ils ont été roulés dans la farine. Ils ont été roulés dans la farine. Et moi, ceux que je plains le plus, ce sont mes confrères journalistes, camerounais comme étrangers. Parce que j'ai vu des publications, c'était en début d'année, fin 2018, début 2019. Ah, Tapanga, vous recherchez par le FBI. Quelqu'un est aux États-Unis, il est recherché par le FBI comment? Oh, Tapanga, il va devant la justice américaine. Oh, Tapanga, je sais pas, il a débloqué, je sais pas. Il a fermé son compte Facebook. Oh, machin, il a peur de la justice américaine, et patati et patata. Excusez-moi. Des informations comme celle-là ont été répandues sur la toile en début de cette année. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Toutes les plaintes que ce Nsalaï a déposées devant les juridictions américaines, toutes les plaintes ont été classées sans suite. Toutes les plaintes. En réalité, l'objectif du régime de Paul Biya, à travers tous ces manigances-là, à travers cette initiative, comme il s'est rendu compte que, dans le cadre du conflit en zone anglophone, la bataille sur le terrain a échoué complètement. Ça, tout le monde le sait. Et le régime de Yaoundé lui-même le sait. Que sur le terrain, franchement, c'est la catastrophe, c'est l'échec total. Mais c'est seulement que ce régime-là ne veut pas l'admettre. Et franchement, c'est dommage. Comme ce régime, donc, se rend compte que sur le terrain, il est débordé, il procède par la guerre psychologique, la manipulation. Parce que, quelque part, bon, ça c'est mon analyse, j'ai comme le sentiment que le régime de Biya savait que cette plainte-là n'allait pas prospérer. L'objectif c'était de mener une guerre psychologique, c'est-à-dire quoi? De décourager les anglophones, le peuple anglophone, qui à 98% soutient cette lutte pour son indépendance, pour son autodétermination. Alors ce peuple anglophone allait se décourager à l'idée de se rendre compte que la justice américaine est déjà en train de traquer leur leader qui se trouve aux États-Unis. C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Et je vous avais parlé dans une série de vidéos que j'ai réalisées il y a quelques semaines, que j'ai intitulé « Voici comment Yaoundé a perdu la guerre ». Cela fait également partie de la stratégie que le pouvoir de Yaoundé a mise en place pour prendre le dessus sur le peuple anglophone.
cette histoire de plainte de Salah et autres. Parce que je ne vois vraiment pas comment un avocat digne de ce nom aux États-Unis pouvait se saisir d'une affaire comme celle-là. Il n'y avait que les Salah comme ça là. Du fait des relations que son père a eues avec le régime, il est à Tanganji et autres pour faire un aussi sale boulot. Parce qu'aucun avocat américain digne de ce nom, quel que soit le barreau, ne pouvait se saisir d'une affaire comme celle-là. Terrorisme international, oh ceci, cela, machin, chouette. Aucun. Parce que ce type a joué le jeu, ce Salah Emmanuel, alors on peut conclure tout de suite que ce n'est ni plus ni moins qu'un imposteur. Aussi simple que ça. Et je vous l'ai amplement démontré. Voilà, c'est le message que j'avais à votre endroit ce jour. Merci d'écouter cette vidéo, merci de la partager, de la surpartager même. On se retrouve à une autre séance pour un autre sujet. Allez, bonjour ou bonsoir.